Le hip-hop serait né lors d'une soirée du 11 août 1973 à New York, au 1520 Sedgwick Avenue, dans le Bronx. Au-delà de cette date symbolique, on pourrait faire remonter ses origines à la culture oratoire des griots d'Afrique de l'Ouest. Mais si l'on veut faire plus court, on peut dire que c'est lors de la renaissance d'Harlem durant l'entre-deux-guerres qu'un mouvement culturel majeur s'est enclenché. Cette période a été la plus riche pour la littérature, la musique et l'art du spectacle noir américain qui s'est libéré d'un socle de pensée et de stéréotypes blancs. Et de cette renaissance émerge un style dérivé de la poésie appelé le spoken word ou mot parlé en français. Ever since you told women to act like a lady and think like a man, I've been seeing more women take their own trash out. C'est un style qui mélange de la poésie avec de la musique et de la danse et qui met en valeur la dynamique et le ton avec lesquels sont prononcés les mots. Le groupe majeur de ce courant musical, c'est The Last Poets, formé en 1968 et qui a eu une influence énorme sur la première génération de rappeurs de la fin des années 70. Cette toute première génération de rappeurs sont en fait des maîtres de cérémonie. Ces MCs vont s'illustrer dans des soirées, les block parties, qui sont organisées à des coins de rue des quartiers noirs de New York. Ces soirées ont entre autres pour but de détourner la violence physique liée à la drogue et aux gangs en une violence verbale qui fait beaucoup moins de dégâts et qui permet aux jeunes de s'amuser sous le fameux slogan Peace, Love and Having Fun. Et au fil du temps, de premiers duels ont lieu entre les M6 de ces soirées. Ces premiers duels peuvent faire écho au Dozens, qui est un jeu de rue assez populaire dans les ghettos urbains. Dans ce jeu, deux participants s'affrontent avec souvent un public ou une petite audience autour. Et c'est un jeu dans lequel les deux joueurs s'insultent et se provoquent, notamment en se moquant de la mère de l'autre. Il n'y a pas vraiment de gagnant à son issue, mais le but c'est d'être dans l'acceptation et d'avoir la meilleure répartie, la meilleure réplique possible. Et le premier duel de M6 qui aura réellement cette forme-là de battle avec de l'affrontement, c'est un duel qui aura lieu en 1981 entre Busy Bee Starski et Kool Moe Dee. Ce battle a la particularité d'avoir eu lieu sur scène au très fameux Harlem World Club. Au début des années 80, la scène est loin d'être le lieu privilégié des battles de rap puisque ceux-ci ont plutôt lieu dans des endroits improvisés ou à des coins de rue. Mais s'il y avait en 1980 un lieu où tous les rappeurs devaient être, c'est bien le Harlem World Club. Le Harlem World, c'était un club de 3 étages avec une piste de danse éclairée, de la moquette dorée et des murs en miroir. Surtout, c'était l'endroit où les meilleurs groupes de hip-hop de New York pouvaient briller. Sur la scène, il y avait alors des MCs qui faisaient un show avec une ambiance incroyable et évidemment, tous les gars qui venaient en équipe voulaient avoir leur moment de gloire, leur moment derrière le micro. Et c'est là que l'organisation s'est mise à créer non pas des battle rap, mais des concours de MCs sur scène. La différence avec un vrai battle de rap, c'est que dans un concours de MCing, le but c'est juste de mettre l'ambiance la plus folle et de faire réagir le plus la foule. Et pour ça, il y avait à l'époque un MC qui n'avait aucune concurrence, c'est Busy Bee. Busy Bee représente la toute première génération de rappeurs, celle d'Africa Bambaataa, et dans son MCing, il cherche vraiment à ce que les gens s'amusent le plus possible. Il a beaucoup d'énergie, il est drôle et en fait il fait du rap festif comme le rap de la première heure. Ses lyrics sont vraiment basiques, ses rimes sont aussi très pauvres, mais c'est un excellent MC dans le sens où tout le monde comprend ce qu'il dit et il arrive à transmettre une énergie électrique dans le public. Et ce style marche super bien, Busy Bee au fil des contests écrase tous ses adversaires avec une série de gimmicks comiques qui se répètent à chaque fois. À tel point qu'à chaque soirée organisée où il y a des contests de MC, il défie tous les crews de hip-hop locaux de monter sur scène et de venir l'affronter. Et un soir, il décide de défier les membres du Treacherous Tree, un groupe de hip-hop qui compte notamment dans ses rangs un MC du nom de Kool Moe Dee. Et ce soir-là, il n'hésite pas à attraper le micro et monter sur scène pour répondre à Busy Bee. L'attitude de Kool Moe Dee n'a alors rien à voir avec celle de son adversaire. Quand il prend le micro, on sent qu'il n'est plus du tout question d'amour et de fun, mais que son truc à lui est beaucoup plus sérieux. Il apporte aussi une dimension poétique bien plus importante en arrivant avec des rimes très travaillées. En plus de ça, il s'en prend directement à son adversaire dans ses textes. Busy Bee, I don't mean to be bold, but put that bar did bar bullshit on hold. Now that bar did the dang, sound pretty good, but it ain't no thing. Il dit aussi clairement que Busy Bee refait le même truc à chaque soirée. Every time I hear it, I so unfit. Party after party, the same old shit. Tout au long de son couplet, il incendie vraiment Busy Bee, mais tout en gardant cette forme poétique et travaillée. Avec cette performance, il va changer à jamais la manière de faire du battle. Kool Moe Dee a choqué toute la salle avec sa manière de rapper. The lower level, I'm partying, we down there drinking, you know, and they coming downstairs, yo, Biz. I said, what, who? Kool Moe Dee disrespecting you, calling you all kind of this, saying this and that. I'm like, yeah. Et surtout, il y a eu une tape enregistrée de ce moment historique. Et forcément, le bruit va se répandre très
vite dans toute la sphère hip-hop qu'un gars a humilié Busy Bee sur son terrain. You shut him down. Kool Moe Dee kind of took Busy Bee apart. And they actually got it on the radio. The mixtape that floated around the world forever. And from that point on, the tape became like a record. Everybody had the tape and people would run up to me and be like, I heard what you did to Busy Bee. Et bien sûr, ça va en inspirer plus d'un. L'entrée de Kool Moe Dee est apprise par cœur par tout plein de jeunes qui ont envie de l'imiter. That bar diddy bar bullshit on hold. We're gonna get right down to the nitty grit. I'm gonna tell you a little something why you ain't shit. There ain't an MC cock that you don't hug. You even bitch your name from the love bug. Et vont alors spontanément s'organiser des battles dans ce style plus frontal, à des coins de rue ou à des playgrounds de Harlem jusqu'à Brooklyn. D'autres battle MC comme KRS-One ou Big Daddy Kane vont alors suivre cette voie, devenir très populaires et se faire un nom dans la sphère hip-hop new-yorkaise. Le milieu des années 80 verra aussi l'émergence de Roxanne Shante, la première battle MC féminine de l'histoire. Roxanne Shante, Lolita de son vrai prénom, rappait dès ses 13 ans dans les blocs du Queens. Et dans un milieu déjà dur de base, mais bien plus encore étant une femme, elle a su à 14 ans marquer le hip-hop en sortant le premier diss track de l'histoire avec Roxanne Revenge. Donc un diss track, c'est une chanson qui a pour but d'attaquer un ou plusieurs autres rappeurs. Et avec ce freestyle enregistré, Lolita répond à la chanson Roxanne Roxanne du groupe UTFO qui parle d'une femme qui refuse les avances d'un homme. Comme réponse, Lolita se présente comme étant la Roxanne de la chanson et avec beaucoup de style et d'attitude, elle va incendier pendant 5 minutes les membres du UTFO. Lolita était encore relativement inconnue à ce moment-là, mais avec cet enregistrement finalement intitulé Roxanne Revenge, elle va vendre plus de 250 000 copies de ce single uniquement à New York. Lolita Shante se fera alors appeler Roxanne Shante pour tout le reste de sa carrière. Ce diss track marque le début d'une longue liste de clash, de beef comme disent les Américains, gravés sur disque ou cassette et qui pour certains ont marqué l'histoire. Des plus connus, on pourrait citer le beef entre Eazy-E et Dr. Dre, mais aussi celui entre Tupac et Biggie, et bien sûr le beef entre Nas et Jay-Z. Même si l'ADN du battle s'est retrouvé jusque dans les disques, dans les années 90, les battles de rue deviennent aussi de plus en plus populaires. C'est un terrain de jeu pour plein de rappeurs qui veulent se faire les dents et il y a un esprit de compétition qui s'installe alors dans tout New York. Chacun a une réputation à conquérir et un honneur à défendre. Il y a d'ailleurs pas mal de rappeurs aujourd'hui reconnus mondialement qui, avant leur premier succès, ont eu l'occasion de battle dans les rues d'Harlem ou du Bronx dans les années 90. Hey yo, I got my hand on your throat and my eye on your girl. Jay-Z the greatest back and I shook up the world. I lit up the spot like a glow in the dark clock. My job is done. Peace, I'm back to the block. Ça illustre très bien l'état d'esprit des rappeurs new-yorkais de cette époque. Ce sont des MC complets, aussi bien aguerris dans l'art de rue et les prestations improvisées que dans un contexte de studio. Et au fil du temps, toute cette belle émulation, toute cette énergie qu'il y a autour du battle rap, elle a besoin de se cadrer, elle a besoin de se structurer. Et c'est ce qu'on verra dans une seconde partie. Et non, ce n'est pas une seconde partie, en réalité j'ai rassemblé les deux vidéos en une seule, je me suis dit que ce serait plus sympa pour vous. D'ailleurs, si jusque là ça t'a plu, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner. Dans les années 90, il y a donc quelques compétitions qui vont se créer et la discipline va petit à petit se structurer avec différentes règles, un peu à la manière de certaines ligues sportives. Une compétition va avoir particulièrement de succès. C'est Scribble Jam qui est un festival de hip-hop organisé à Cincinnati et qui voit le jour en 96. Ce festival de hip-hop met en avant la dimension compétitive de ce style en organisant des battles de rap, de danse, de DJing et même de beatbox. Et surtout, c'est la première compétition avec un prize money à la clé, ce qui était encore impensable quelques années auparavant. À Scribble Jam, de très bons MC vont s'illustrer et on pense notamment à Eminem lors de l'édition 97. C'était avant qu'ils connaissent un succès phénoménal et finalement c'était dans un milieu plutôt underground parce qu'on était encore loin des paillettes pour tous les gars qui allaient se confronter là-bas. Même si pour certains ça a pu être un tremplin et on peut à nouveau prendre l'exemple d'Eminem qui a été repéré par des employés d'Interscope lors de la compétition Rap Olympics à Los Angeles et ça a clairement débloqué la suite de sa carrière. I was just really down that I had got all the way to the end at Rap Olympics and lost. And this kid came up to me and was like, hey man, can I get one of your tapes? Holy shit, I'm in the Interscope office.
Ce qui en fait une belle histoire assez folle à raconter, par exemple sur le grand écran, et vous me voyez venir, c'est ce qui va se passer. En 2002, Curtis Hanson réalise et sort le film 8 Mile. Dans ce film, il met en scène Eminem dans un scénario fortement inspiré de sa propre histoire. L'impact va être énorme, à sa sortie le film est numéro 1 du box-office. Il connaît ensuite un incroyable succès en DVD et Eminem recevra même en 2003 l'Oscar de la meilleure chanson originale avec Lose Yourself. Sauf qu'avec cet impact, 8 Mile donne finalement une vision plus romancée et commerciale de ce à quoi le battle parfait pourrait ressembler. Et bien sûr, des grands acteurs du divertissement comme la télé par exemple ne vont pas louper le coche, ils ont bien compris qu'il y avait là quelque chose de vraiment bankable. De premiers battles vont alors avoir lieu en live sur le petit écran. Sauf que la spontanéité, la virulence et même parfois la brutalité des battles est complètement occultée par ces programmes. C'est alors une version lisse plutôt tournée vers l'humour qui est mise en scène, le langage cru y est censuré, tout est préécrit voire même scénarisé. Ça plaît à un public plus large, mais ça a fait aussi beaucoup de mécontents. Et à partir de ce moment-là, une scission va réellement s'opérer entre les vrais fans de battle rap et ceux qui consomment ce contenu comme un simple divertissement. Côté grand public, le succès est grandissant, faire du battle ça marche à toutes les sauces, mais à une condition, il faut que tout soit surjoué. Le public doit hurler dans tous les sens, encore beaucoup plus que dans 8 Mile. Et puis aussi, il faut surtout pas que ce soit méchant, non, il faut que tout soit drôle. Oh, et puis finalement, encore mieux, autant faire de la parodie. En plateau télé, ça se traduit avec des shows dans lesquels des célébrités sont invitées, comme le Late Show de James Corden, où des stars comme Usain Bolt, Anna Hathaway ou encore David Schwimmer vont pouvoir s'illustrer. Des concepts du genre, on en voit aussi sur YouTube, et là c'est la chaîne Epic Rap Battle qui a connu un succès monumental en faisant des parodies de battle. Des parodies dans lesquelles ils incarnent des personnages historiques, des personnages du cinéma ou encore des célébrités. C'est une chaîne qui compte pas moins de 15 millions d'abonnés, c'est fou vraiment le succès qu'ont eu ces adaptations parodiques. Et mon but là, c'est absolument pas de descendre ces contenus qui sont pour le coup très travaillés, c'est à leur manière bien écrit, c'est drôle et c'en est d'ailleurs l'objectif premier. C'est juste important pour moi de préciser que ce ne sont pas des battles de rap, ce sont des caricatures, des parodies du genre. Et que malheureusement dans la tête du grand public, c'est ça les battles de rap, mais c'est clairement pas le cas. Comme je l'ai évoqué précédemment, il y a eu une vraie scission entre la version soft et fun du grand public, mais les vrais battles de rap existent encore et ont une forme bien différente. Alors non, ce n'est pas non plus la forme à l'immense succès populaire proposé par Netflix. Ils ont flairé le bon coup en ajoutant des épreuves de battle à des télécrochets façon nouvelle star du rap, une vision qui se veut calquer sur celle portée par 8 Mile 20 ans plus tôt. En réalité, les battles ont continué de se développer dans les années 2000, il y avait de plus en plus de battle MC, mais ceux-ci n'avaient accès qu'à des petites scènes. Un gars a alors une idée qui va changer beaucoup de choses. Ce gars, c'est Troy Mitchell aka Smack White, et son idée, c'est de montrer les coulisses des battle MCs, les suivre partout et en faire des DVD, les Smack DVDs. En fait, c'est un peu l'ancêtre des vlogs. Et ça a rendu certaines personnalités beaucoup plus célèbres. Il a su créer encore plus de contenu et d'entertainment autour de ce qui était déjà le battle rap, et surtout en mettant les battle MC vraiment au centre du truc. Le tout en gardant la forme originelle avec de la proximité et de l'authenticité. Et au fil de l'eau, les Smack DVDs ont fini par se transformer en une ligue de battle, l'Ultimate Rap League. Aujourd'hui, ça reste la ligue la plus connue, même si d'autres se sont formés. Je pense à des ligues comme le KOTD au Canada ou Don't Flop au UK. Et puis pour la francophonie, on pourrait citer le Word Up, les Rap Contenders, la Punch League ou encore le Roar. D'ailleurs, dites-moi si vous aimeriez que je fasse une vidéo dédiée au battle rap francophone et à leur histoire. Si ça vous intéresse, manifestez-vous dans les commentaires. Mais surtout, il faut continuer à donner du crédit à ces ligues-là, à ces événements-là, et heureusement, il y a encore plein de gens qui le font. Je pense notamment à Drake qui host ou co-host régulièrement le KOTD à Toronto, et ce genre de moves sont super importants pour continuer à faire vivre cette culture-là. Et puis c'est aussi important de reconnaître les battle MC comme des rappeurs à part entière. Beaucoup de gens font aujourd'hui encore la distinction entre des battle rappers et des studio rappers, mais dans les deux cas, c'est des rappeurs, des musiciens, et dans les deux cas, faut les respecter comme tels. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que j'ai fait ressentir la passion qui m'anime quand je parle de ce sujet et que ça vous a intéressé tout simplement. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt.